Bonjour à tous. L'essentiel de l'actualité en un quart d'heure, a commencé par la clôture ce dimanche du jubilé sacerdotal de la communauté catholique à Tchan, débuté le 1er mai 2019 à la paroisse Saint-Mathieu d'Anoka-Kouté dans la commune d'Abobo. La clôture a eu lieu ce dimanche, je le disais, à la paroisse Saint-Vincent-de-Paul d'Abobo, Doumé, dans la commune d'Atekoubé, Kraskando. La procession de l'évangéliaire symbolise Jésus, parole de vie, qui siège au milieu de son peuple. Venus des 63 villages, les chrétiens catholiques du peuple Atchan sont en fête. Lieu choisi, la paroisse Saint-Vincent-de-Paul d'Abobo-Doumé dans le diocèse de Yopougon pour célébrer la clôture du cinquantenaire du sacerdoce en pays Atchan. On s'est engagé sans trop savoir où on allait. Et chaque jour que Dieu fait, on continue le travail et cela fait 50 ans. Mais ce travail, c'est une grâce de Dieu. Dieu t'associe à son œuvre. 50 ans après la sémence dans le village du Songonté, le peuple Atchan comptabilise à ce jour 128 prêtres et 58 religieuses. C'est un nouveau départ pour nous. On a toujours évangélisé, mais on va continuer encore pour toujours prôner les valeurs d'amour, de réconciliation et de paix. Troisième prêtre du peuple Atchan, Jean-Pierre Cardinal Coutois est revenu sur l'importance du prêtre dans l'Église catholique. Les prêtres reçoivent de Dieu la grâce qui les fait ministres du Christ Jésus parmi les nations. À ce titre, l'une de ses missions, c'est d'appeler ses frères et sœurs à vivre une vie d'unité et de fraternité, comme le Christ n'a eu de cesse de le faire durant son ministère. Cette mission, les prêtres Atchan ne la mènent pas seuls, ils ont le soutien des cadres de la région. Les cadres du peuple Atchan sont au cœur de la pastorale dans nos villages. Nous sommes aux côtés de nos parents pour construire une église nouvelle, avec nos faiblesses, certes, avec nos insuffisances, mais toujours derrière nos jeunes prêtres, nos religieuses, pour qu'ils aient un sacerdoce fécond. Et c'est notre mission aussi de porter témoignage. L'un des temps forts de cette célébration du jubilé sacerdotal en pays Atchan, la passation de flambeau entre la première génération des prêtres et religieuses de 1970 à 1995 et celle de la deuxième génération de 1996 à 2021. Lourdes accueille chaque année près de 4 millions de visiteurs. Les 250 hôtels et maisons d'accueil de la cité mariale font de la ville la deuxième place hôtelière de France. Enregistre d'habitude 2,6 millions de nuitées. Face au Covid-19, les hôteliers ont vu leur chiffre d'affaires baisser de 60 à 90%. Des emplois ont même été supprimés. Sephora Zegui et Sam Conan reviennent sur le cataclysme que vivent les professionnels du secteur. Regardons. Située au pied des Pyrénées sur le Gave de Pau, la ville de Lourdes est la deuxième ville de pèlerinage dans le monde après Rome. Dans cette bourgade de 14 000 habitants cohabitent plus de 250 hôtels avec 18 000 chambres au total. Avec ses 3,5 millions de visiteurs par an avant la Covid-19, l'hôtellerie était l'attraction de la ville derrière le sanctuaire. Richard Perrosop est le blanchisseur de tous les hôtels de cette ville. La pandémie lui a fait perdre tout son personnel et a fait chuter son chiffre d'affaires. L'année dernière, on a perdu 60% du chiffre d'affaires, 60-70%. Et là, cette année, c'est encore pratiquement 50%. Voilà. Le hall de cet hôtel 3 étoiles ne désemplissait pas à 7 heures de la journée. Aujourd'hui, c'est à peine 3 clients que la gérante a enregistré. Là, cette période-là, quand même, on avait une centaine de personnes et on se retrouve avec une vingtaine de personnes. C'est une situation très compliquée. Il y a beaucoup de pèlerinages de diocèses qui ont annulé. Liliana Da Silva est employée dans cet hôtel depuis 4 ans et la situation sanitaire n'est pas à son avantage. C'était un peu compliqué, bien sûr. On a resté beaucoup de temps à la maison, mais en chômage. Et on a commencé en juillet. Bon, on va jusqu'à octobre normalement.
c'est un peu compliqué. Cet autre hôtel de 4 étoiles employait plus de 60 personnes. Patrick Safford, le directeur général, nous explique les ajustements qu'il a dû effectuer pour garder ouvert l'un des 2 hôtels qu'il dirige. Alors sur les 2 structures, sur les 2 établissements, on était, si ma mémoire est bonne à peu près, on était sur une base de une soixantaine de salariés. Là malheureusement, nous avons dû réduire bien sûr nos coûts et puis nous adapter, vraiment réellement nous adapter. Puisqu'on est à peu près à une douzaine, entre 12 et 15 personnes, pour faire fonctionner ces établissements. Voilà. Alors, il y a des aménagements que l'État a apporté, des solutions telles que le chômage partiel, ce qui fait que nous avons pu garder, entre guillemets, ce savoir-faire de nos personnels qui travaillaient avec nous en 2019. Lourdes, une ville qui tente de résister, même si plus de 1000 emplois ont été supprimés et 1500 nuitées annulées. Pour éviter d'ajouter une crise économique à la crise sanitaire, l'Office du tourisme de Lourdes a sa potion magique. Il y a un plan spécifique pour Lourdes, en fait dans la relance. Il y a Lourdes, les Dom-Tom et la Corse. Donc vraiment on a un chapitre spécifique pour la destination, avec notamment les estivales de Lourdes. C'est tout un programme qui était sur l'été et avec des aides du gouvernement pour lancer du culturel, des manifestations, des concerts, du théâtre, voilà, des choses un petit peu dynamiques pour moderniser l'image de la destination. Il y a bien sûr beaucoup de subventions et d'aides qui sont proposées à tous les prestataires lourdais pour se moderniser, pour investir, pour le tourisme durable. Et tout ça, c'est fait avec le plan de relance notamment. La ville de Lourdes générait le même chiffre d'affaires que l'ensemble des sports divers des Pyrénées. Alors, dans cette ville devenue la seconde ville hôtelière de France après Paris, on guette les premières lueurs de la disparition de la Covid-19. Un autre fait de société, cette fois en Côte d'Ivoire. La lagune est complètement asséchée du côté de Biétry jusqu'à Petit-Bassam. Le spectacle est ahurissant, le décor peu reluisant. On constate des remblais anarchiques doublés de pollution des berges, des problèmes d'insécurité, des obstructions des voies par les dragages. Eugène Atoubé revient dans ce dossier sur le phénomène qui inquiète plus d'un. Regardons. Société ivoirienne de raffinage à cire à Vridi, commune de Port-Boué. Dans le voisinage de la raffinerie Spintos, une entreprise de génie civil spécialisée dans la production de béton. Spintos et la cire sont en opposition sur une question qui porte sur leur rapport à la lagune qu'ils ont en partage. Les responsables de la cire crient à la menace du bassin d'épuration de la raffinerie à cause, disent-ils, du remblai effectué sur la lagune par le voisin. Le responsable de l'entreprise de production de béton s'en défend. Je ne remblais pas. C'est du fait de mon activité que le remblage s'opère. J'exploite, je tire le sable et je le revends. Le remblayage que j'ai fait, ça ne peut pas boucher la lagune. On dit qu'il y a leur balise au large de l'eau. Il y a un gros tuyau qui est derrière ma clôture qui sert de refroidissement et de rejet des déchets. Je souhaite que la CIR et le ministère de l'Environnement qu'on ait une séance de travail pour conjuguer. À la CIR, comme dans le village, ce sont des remblayages, surtout anarchiques. Et la CIR a posé sa préoccupation compte tenu de son barrage qui se trouve, que vous avez vu sur l'eau. Ce barrage, s'il n'y a pas assez de tirants d'eau, dès qu'ils ont un problème, ça peut générer à tout cas l'inondation comme la pollution. Une question environnementale au sujet de laquelle le ministre Jean-Luc Assy a effectué une visite sur le site, objet de controverse. Le problème est plus sérieux qu'il n'y paraît. Selon les spécialistes, une alerte sérieuse. Ce que la réalité donne à voir du côté de Biétry est saisissant. Une bonne partie de la lagune a disparu à cause des fréquents remblais, réduisant du coup de façon drastique les zones de pêche sur cette étendue d'eau. L'eau là, vraiment, au milieu de Wafou, c'est l'eau là plus quand aller à zone 4 là-bas. Bon, maintenant ils sont venus draguer le coin. Donc ça veut que nous les pêcheurs, ça pêche sur nous. Donc les autres c'est de voir aussi. Dans les qu'on pêche avant puis on gagne là, ce n'est plus la même chose. C'est changé. Vous voyez le remblai de grande envergure qui va jusqu'à la pergola, jusqu'à derrière le 31e arrondissement, commissariat de police. Mais la lagune est fermée
Et c'est normal, il reste peut-être, je crois, 15 à 20 mètres pour laisser passer, n'est-ce pas, pour laisser passer l'eau. C'est devenu un bras. Or, c'était toute une lagune. Bien entendu, cela peut endommager la balise flottante de la scie. C'est la cote d'alerte, préviennent les experts. Dans le village d'Abia-Abieti, le front lagunaire, en partie occupé par les habitants, a perdu de sa superbe. On ne voit plus que le fruit du passage des dragues. C'est un vrai désastre. Tout est déversé dans cette lagune. Il y a des déchets. Des milliers de poissons meurent dans cette lagune. Donc c'est vraiment une catastrophe écologique dont il faut tenir compte et qu'il faut vraiment que l'État puisse prendre des décisions de préservation dans un premier temps et puis de réaménagement ou d'amélioration de l'environnement. C'est une préoccupation que le chapeau avait déjà relevée. On a fait une étude et l'étude a proposé un plan d'action pour restaurer ces lagunes-là. Un plan d'action en 11 fiches projets. Dans ce projet, il y a aussi la sensibilisation des populations. Il y a les équipements qu'il faut acquérir. Si tous ces fiches projets pouvaient être financés, ça ne pouvait résoudre ce problème. Pour qui a connu le très célèbre réceptif hôtelier Le Wafou, peut avoir une claire idée de la tragédie que vit la lagune du côté de ce village. Là où il y avait les bungalows sur pilotis, plus d'eau. On ne voit plus que du sable, rien que du sable. La chefferie d'Abia-Abieti avoue que c'est à sa demande que la lagune a été draguée à des fins d'extension du village. En voulant faire l'extension, je pense qu'il y a les limites et nous sommes prêts à échanger pour voir où on doit s'arrêter et ce qu'on doit faire. Les gens pensent que la chefferie est en train de vendre le village ou bien ils sont en train de vendre, c'est pour vendre le terrain. Non, non, non. En fait, le village est petit. On dit le village partait jusqu'au CHU de Treichville. Tout ça, ça a été pris. Ils veulent faire un agrandissement, faire la construction. La question de l'extension du village d'Abia-Abieti, justement, a été au centre d'une rencontre entre la notabilité de ce village et le ministre de l'Environnement et du Développement durable. Pour l'heure, Jean-Luc Assis a demandé la suspension des opérations du remblai. Le temps pour le ministre de recueillir les préoccupations de toutes les parties, les riverains notamment, des opérateurs économiques exploitant la lagune à des fins touristiques. C'est avec eux qu'il a échangé. Et visiblement, ceux-ci regroupés en collectif n'approuvent pas l'action menée par la chefferie d'Abia-Abieti à l'argument qu'il la soupçonne de remblayer pour le compte d'une société immobilière. Une opposition qui a même pris des allures de conflit et au centre duquel le plan d'eau lagunaire. Les riverains ont même introduit une action en justice contre la chefferie d'Abia-Abieti. Nous, il n'est pas question d'empêcher les villageois d'éventuellement s'étendre, mais dans la mesure où ils respectent les règles imposées par l'État, ce qui n'a pas été fait. Et en plus, ils ont le droit de faire des extensions devant leur village, mais en aucun cas venir impacter les riverains, leurs voisins. La Côte d'Ivoire, c'est un pays organisé. On ne peut pas donner donc des autorisations à des opérateurs pour venir donc fermer la lagune. Je ne crois pas à cela. Et donc, ces opérateurs, je pense qu'il va falloir donc les recenser et savoir effectivement s'ils ont reçu des autorisations. Et s'ils ont reçu des autorisations, quelle est la limite qu'on leur a donnée pour que cette activité-là, on puisse arrêter là où on est arrivé pour éviter donc le pire. Le ministre de l'Environnement et du Développement durable invite les parties en conflit à trouver une solution concertée pour mettre fin à ce qu'il appelle les remblais sauvages. En attendant, la lagune continue de subir l'assaut dévastateur des dragues et celui des hommes qui ont fini de la transformer en réceptacle de tous les déchets. Vivement l'action des autorités pour freiner ce phénomène. Fin de parcours pour un dangereux gang. La police criminelle de Mans vient d'arrêter 3 individus armés qui attaquaient les domiciles, les commerces et les hôtels. On voit cela avec notre correspondante sur place, F. Bouy. Depuis la mi-juillet 2021, la direction régionale de la police criminelle de Mans a enregistré au moins 8 plaintes contre 3 individus armés d'une Kalachnikov et d'un fusil à canon scié, attaquant des domiciles, des commerces et des hôtels. Les investigations menées sous la direction du capitaine Beugre Dakouri ont connu un dénouement heureux. 3 individus sont appréhendés dans une maison située au quartier Oufouette-Ville de Mans. Ils opéraient de la façon suivante. Ces individus, la nuit, lorsqu'ils arrivent, surtout au niveau des commerces, immédiatement, ils ouvrent le feu sur la porte
Et la défense, ils rentrent dedans et ils prennent tout ce qu'ils veulent, comme marchandises, argent, téléphone, télévision et autres. Et bon, ben, ils s'en vont et ils les vendent. Le butin trouvé dans leur domicile suite à une perquisition est constitué d'ordinateurs, de téléphones portables, de téléviseurs, de postes de radio, de bouteilles de gaz, de marchandises diverses, d'armes blanches, d'une Kalachnikov et de plus de 500 munitions. Précisons que la calache et les munitions ont été trouvées enterrées dans l'arrière-cour. Les malfrats arrêtés ont été déférés au parquet de Mans et seront poursuivis pour les faits d'association de malfaiteurs, vol de nuit en réunion à main armée, détention illégale d'armes à feu et de munitions. Il est bon de mentionner que dans les mois de juin et juillet 2021, la direction régionale de la police criminelle de Mans a mis aux arrêts 2 redoutables gangs de braqueurs et de coupeurs de route. Cette direction qui couvre les régions du Tonkpi, du Guémon et du Cavali nécessite un apport en personnel et en matériel roulant. Dans le reste de l'actualité, un peu plus de 2 jours après l'attentat revendiqué par l'organisation État islamique qui a fait plus de 100 morts près de l'aéroport de Kaboul, une frappe aérienne américaine a visé hier un véhicule transportant plusieurs kamikazes en route pour l'aéroport de la capitale afghane. C'est ce qu'a déclaré l'armée américaine. La frappe a provoqué une explosion ainsi que plusieurs explosions secondaires montrant la présence d'une quantité importante de matériel explosif, a-t-elle précisé. Et puis du sport, Afro Basket 2021. Les éléphants de Côte d'Ivoire ont battu hier dimanche les 10 Tigers du Nigeria sur le score de 77-68 à l'Arena Kigali. Ce dernier match de poule était très décisif pour ces 2 équipes leaders de leur poule. Le Nigeria jouera donc les barrages ce lundi face à l'Ouganda. Il y aura également Sud-Soudan, Kenya, Égypte, Angola et Rwanda, Guinée. Excellente journée à vous. Je vous souhaite beaucoup de paix dans vos foyers.